Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de parler dans cette journée. J'avoue que je découvre Innovax, je ne devrais pas peut-être, mais le laboratoire dont je suis issu n'est pas encore membre d'Innovax, mais ça va peut-être venir. Je vais essayer de trouver mes diapos, ce sera plus facile. D'accord. Donc en deux mots, donc je suis chercheur, moi, chercheur INSERM, chargé de recherche INSERM. Dans le laboratoire HP2, dont vous avez le... Il n'y a pas de pointeur? Non. D'accord. Okay. Donc vous avez le logo là en bas. HP2, c'est pour hypoxie, physiopathologie. On est un laboratoire, une unité mixte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on dépend à la fois de l'Université Grenoble-Alpes et de l'INSERM. Dans ce laboratoire, on est 3 équipes. C'est un laboratoire, donc, comme son nom l'indique, hypoxie, physiopathologie, qui travaille sur l'impact de l'hypoxie. Si ce n'est pas encore clair de quoi je parle, j'espère que ça viendra un peu plus tard, quand je vous expliquerai ce que c'est que l'hypoxie. Et donc on est 3 équipes, et l'équipe dont je m'occupe, elle s'appelle Exercice Hypoxie, donc c'est là que ça nous rapproche de cette journée. On est donc en lien avec la thématique de l'activité physique et de l'interaction avec cette fameuse hypoxie. Donc nous, on est vraiment en prise directe, cette équipe-là, avec le sport. Et par exemple, on accueille, dans mon équipe, j'ai plusieurs enseignants-chercheurs STAPS en physiologie. Alors, le laboratoire, dont vous avez le site internet en haut à gauche, si ça vous intéresse, en fait, donc, il y a 3 équipes. C'est un laboratoire de recherche translationnelle. On a des modèles animaux d'études de l'impact de l'hypoxie, des rongeurs. On a une étude de recherche clinique dans les pathologies respiratoires, je vous dirai pourquoi, qui sont caractérisées par l'hypoxie. Et puis on a donc mon équipe qui travaille sur l'interaction exercice-hypoxie. J'ai un pointeur, alors je vais peut-être... D'accord, mais déjà s'il pointe, c'est déjà pas mal et je passerai les diapos. Ouais, super, déjà, très bien. Ouais, bon. Et puis pour finir les présentations aussi, on a en fait dans mon équipe un intérêt particulier, et c'est pour ça que je suis là, sur un environnement hypoxique naturel qui est l'altitude, où on manque d'oxygène aussi. Et par ailleurs, je préside ce groupe-là, j'en profite pour vous le présenter, qui est le centre d'expertise sur l'altitude, qui réunit les compétences et les expertises en lien avec l'altitude et la médecine d'altitude en France, qui s'appelle EXALT, Centre d'expertise sur l'altitude. Voilà pour les présentations. Non, pardon, donc ça ne marche pas. Donc l'hypoxie, le premier réflexe en particulier, nous, notre laboratoire, il est basé en grande partie au CHU, au sein de l'hôpital. Donc dans le domaine médical, l'hypoxie, ça renvoie à un mécanisme délétère qui est lié à différents contextes pathologiques. Donc l'hypoxie, ça veut dire quoi? Hypo pour insuffisamment ou moins, et oxy pour oxygène. Donc c'est toutes les conditions où on manque d'oxygène. Et donc il y a un certain nombre de pathologies, vous voyez ici toute une liste, qui sont caractérisées par un stress hypoxique, c'est-à-dire que si vous avez un AVC, ben vous allez avoir une zone du cerveau qui va être mal perfusée, insuffisamment de sang va arriver et vous allez manquer localement d'oxygène. Si vous avez une maladie respiratoire, alors nous, dans notre laboratoire HP2, on travaille beaucoup sur l'apnée du sommeil, donc le fait que pendant la nuit, on a des arrêts, des pauses respiratoires qui font que du coup, l'apport en oxygène, comme quand vous arrêtez de respirer, est insuffisant. Et donc toute la nuit, vous allez être en hypoxie, puis re-respirer, en hypoxie quand vous arrêtez de respirer, etc. Donc ça, c'est une pathologie respiratoire, l'apnée du sommeil, qui est caractérisée par l'hypoxie. L'obésité, en partie, au niveau du tissu graisseux, etc., se caractérise par des zones d'hypoxie. Et puis d'autres pathologies qui reposent en particulier comme mécanisme délétère sur cette hypoxie. Donc autant dire que dans le domaine médical, face à l'hypoxie, le réflexe, c'est l'oxygène en fait. C'est-à-dire que bouteille d'oxygène, supplémentation en oxygène. Et ça, c'est vrai dans le domaine médical. Mais donc, je vous le disais, il y a un autre contexte qui est l'altitude, qui est également caractérisé par une moindre disponibilité en oxygène. L'hypoxie, alors pour faire un petit peu de physique, en haut de l'Everest, il y a en fait toujours 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Hein, d'accord. Par contre, la grosse différence lorsqu'on monte à altitude, c'est que la pression barométrique, la pression atmosphérique, peu à peu diminue, et donc on a un pourcentage toujours constant mais d'une pression d'oxygène, mais d'une pression barométrique qui diminue. Bref, lorsqu'on monte en altitude, vous le savez, on a une pression inspirée en oxygène qui est moindre, et donc on est exposé à un stress hypoxique lorsqu'on monte en altitude, déjà en altitude modérée. Mexico City par exemple, c'est 2000 mètres d'altitude, donc c'est ce qu'on trouve en station.
chez nous, et puis au fur et à mesure qu'on monte Mont Blanc, etc., on est exposé à cette moindre disponibilité en oxygène. On la caractérise par une pression dans le sang en oxygène, c'est une PaO2, pression artérielle en oxygène. Donc là, je vous fais un petit peu de physiologie juste pour qu'on parle à peu près de la même chose. Un élément clé dans ces mécanismes de transport de l'oxygène, c'est l'hémoglobine. Là, comme vous êtes au repos en plaine, eh bien, vous avez une capacité de transport de l'oxygène à peu près maximale, c'est-à-dire que votre sang est tout à fait chargé en oxygène. Et puis, lorsqu'on va se retrouver en haut des sommets de Beldon, on va perdre une quinzaine de pourcents d'oxygénation. Et puis, quand on se rapproche du Mont Blanc, on va avoir plus que 75% à peu près d'hémoglobine qui va porter de l'oxygène. Donc ça, c'est vraiment le stress hypoxique associé à l'altitude. Donc nous, on l'utilise comme un modèle dans notre laboratoire pour un certain nombre de pathologies respiratoires dont je vous ai parlé, où il y a de l'hypoxie. Là, on a des sujets sains qu'on fait monter en altitude, réels ou simulés, et qui sont exposés à ce même stress, à ce même mécanisme qu'est l'hypoxie que rencontrent donc les malades. Alors globalement, en 2 mots, on a différents niveaux d'altitude avec des conséquences physiologiques qui sont différentes. On peut étudier différents niveaux d'hypoxie, vous voyez, sur les réponses physiologiques. Jusqu'à 2000, tant que vous êtes sur le plateau du Vercors ou de la Chartreuse, globalement, au repos, vous ne sentez rien. Si vous faites vraiment un effort maximum, peut-être que vous allez sentir qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent qu'à Grenoble, sur la performance maximale en particulier. Puis lorsque vous êtes entre 2000 et 5500 mètres, donc ça c'est les Alpes, vous allez avoir dès le repos une sensation d'essoufflement que vous devez connaître, etc. Puis à l'exercice, là vous allez vous rendre compte qu'en montant au Mont Blanc par exemple ou autre, il y a quelque chose de particulier. Ce grand quelque chose, c'est le fait qu'il y a une pression inspirée en oxygène qui est moindre. Et puis on considère que 5500 mètres, c'est la limite de la vie humaine permanente. Ce qui fait que nous, on a une partie de nos recherches qui se fait dans les plus hautes villes, dans les lieux d'habitat les plus élevés dans le monde. Au Pérou, par exemple, on travaille dans ce qui est la plus haute ville du monde à 5300 mètres d'altitude, ça s'appelle la Rinconada. Et puis, donc, il y a toute cette zone de très haute altitude, non pas que les hommes n'y vont pas, mais ils y vont de façon transitoire pour faire un sommet. Et puis, ils y vont, en particulier au sommet de l'Everest, exceptionnellement sans oxygène. Donc, tout ça pour dire que l'altitude, c'est un stress hypoxique qui est vraiment fort, qui est du coup très intéressant à étudier, que ce soit pour quelqu'un qui s'y rend transitoirement ou pour ces peuples qui y habitent, en lien direct avec des problématiques médicales dont je vous ai parlé. Et une des éléments qui nous intéresse au niveau scientifique et au niveau aussi application, c'est le fait qu'il y a d'énormes différences interindividuelles sur la tolérance à l'hypoxie. C'est-à-dire que si nous tous, là, on prend un gros bus et qu'on nous pose en haut du Mont Blanc, dans 12 heures, il y en a certains qui vont aller bien et qui vont toujours profiter du paysage, et il y en a d'autres qui vont tomber très très gravement malades, là, parmi nous ici. Alors qu'on est plus ou moins tous en bonne santé, mais notre réaction, notre tolérance à l'hypoxie est très très différente les uns des autres. Et probablement que si nous tous, là, ça ne serait pas de chance, mais on fait tous un AVC ou on attrape tous une maladie respiratoire, il y en a certains qui vont s'en sortir mieux que d'autres parce que justement on est plus ou moins tolérant à une moindre disponibilité en oxygène localement. Donc vous voyez le lien toujours entre ce modèle de l'altitude et le domaine médical. Alors clairement l'hypoxie, je vous ai dit que dans la pathologie, globalement c'est un mécanisme délétère. Lorsqu'on monte en altitude, ça ne fait pas que du bien, ça induit même un certain nombre de troubles, l'hypoxie. Juste, par exemple, au niveau cérébral, les illustrations cliniques, disons, ou les symptômes que vous allez observer si vous allez faire un trek ou si vous montez un petit peu haut, vous allez vous rendre compte qu'autour de 5-6 000 mètres d'altitude, il y a clairement des perturbations de la mémoire. Et puis, soit si vous montez vous-même, soit si vous lisez des récits d'ascension de très haut sommet, vous allez voir en particulier dans ces récits que très fréquemment, il y a des grimpeurs qui rapportent carrément des phénomènes d'hallucination. Ils sont tout seuls, mais en fait, ils ont l'impression qu'ils marchent à côté de quelqu'un, etc. Donc ça, c'est pas que l'effet de plantes spéciales du Pérou ou d'ailleurs, c'est vraiment que le manque d'oxygène au niveau cérébral a des conséquences délétères sur la cognition, etc. Et puis, un autre exemple, nous, qui nous intéresse aussi, c'est l'aviation. Parce que autant là, on monte tranquillement à pied, et on met plusieurs semaines pour monter à ces altitudes-là, autant si vous prenez l'avion, vous allez voler aussi autour de 8-10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Heureusement, la cabine est pressurisée, elle est pressurisée à peu près, vous savez, les cabines de long courrier sont pressurisées pour correspondre à une altitude autour de 2000 mètres d'altitude.
lorsque vous êtes dans une cabine. Mais si tout va mal, et si la pressurisation fait défaut, vous allez pour de vrai, vous retrouver à 8 ou 10 000 mètres d'altitude en quelques minutes. Ça arrive très très rarement. Mais les quelques fois où c'est arrivé, tout le monde a perdu conscience dans l'avion, pilote, etc. Il y a quelques grands crashs, dans l'avion, grandes histoires de crash, bien sûr, qui dans l'aviation sont liées à cette dépressurisation. Donc pour dire qu'une exposition rapide à l'hypoxie, clairement au niveau cérébral, c'est très délétère. Si parmi vous, il y en a qui font de l'altitude, vous êtes peut-être conscient que lorsque l'on monte en altitude, on s'expose à certaines pathologies spécifiques, qui sont les pathologies d'altitude. Il y en a 3 grandes catégories. Vous avez peut-être entendu parler du mal aigu des montagnes, de l'œdème pulmonaire ou de l'œdème cérébral de haute altitude. Le mal aigu des montagnes, c'est quand même à peu près 50% des personnes qui montent en haut du Mont Blanc. Donc c'est du mal de tête, des nausées, de la fatigue. Et l'œdème pulmonaire et cérébral, c'est quelques pourcents. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'hypoxie d'altitude, ça pose de vrais problèmes de tolérance, de santé, et que du coup se posent des questions pratiques d'accompagner ou d'améliorer la tolérance à cette moindre disponibilité en oxygène en altitude. C'est une préoccupation majeure et aujourd'hui on prend en compte, disons, ce risque en particulier de développer des pathologies d'altitude de façon à travers 3 grands systèmes ou méthodes. La première, c'est de transporter avec soi des bouteilles d'oxygène. Alors ça, en fait, ça a lieu soit pour les grandes ascensions en Himalaya, etc., parce qu'il faut porter les bouteilles, etc., soit c'est les équipes de secours dans les Alpes qui transportent de l'oxygène. C'est lourd, c'est encombrant, c'est pas tout à fait anodin d'utilisation, c'est quand même l'oxygène concentré comme ça, c'est quand même relativement dangereux. Il y a des médicaments, donc là on tombe dans la pharmaceutique entre guillemets, avec des effets secondaires, des questions d'éthique. Est-ce que je suis obligé de prendre un médicament pour aller faire de la montagne ? Et puis il y a certains équipements très spécifiques, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, on peut transporter avec soi un caisson hyperbare avec une pompe dans lequel on va mettre la personne malade, donc ça fait 2 mètres de long à peu près. On met la personne qui développe un mal aigu des montagnes et on repressurise, c'est-à-dire qu'on récompense la chute de pression liée à l'altitude dans le caisson. C'est assez lourd, clairement, hein, c'est autant dire que vous n'allez pas porter ça tout seul dans votre sac, c'est cher. Et puis, vous imaginez, pour utiliser ça, il y a quelques compétences à avoir. Et donc, ces différentes techniques, ces différentes méthodes d'amélioration, disons, de la tolérance à l'altitude, elles n'ont globalement pas innové depuis 30 ans. Et c'est là, donc, dans notre laboratoire, il y a quelques années, on a pu mettre un pied, disons, dans une solution et s'engager dans une solution relativement innovante. Alors, la solution innovante, au début, comme souvent, elle n'était pas très sexy, elle ressemblait à ça. Dans notre laboratoire, donc nous en fait on va faire des expéditions scientifiques en haute altitude, mais on a également de la recherche en altitude simulée dans notre laboratoire. Et là vous voyez donc un sujet qui respire de l'air qui simule 4500 mètres d'altitude. Et puis tout ce que vous voyez là, ce grand bazar de tuyaux, disons, c'est un transfert d'une technique médicale de réanimation globalement qui consiste au fait d'imposer une résistance dans l'axe expiratoire du sujet. Dont on a montré, donc dans ces conditions-là, que lorsqu'on rajoutait cette résistance et lorsque l'on imposait un rythme respiratoire particulier au sujet, eh bien l'oxygénation du sujet qu'on mesure ici, là au niveau du doigt, la quantité d'oxygène dans le sang, lorsque le sujet est à 4000 ou au-dessus, eh bien il est significativement amélioré, cette quantité d'oxygène, c'est-à-dire que le transfert d'oxygène est amélioré en altitude lorsque l'on impose ce mode respiratoire particulier. Donc c'est ce qu'on a déjà démontré dans cette étude. Donc en gros, on a caractérisé, on a montré le fait que la saturation artérielle en oxygène, c'est-à-dire le contenu artériel en oxygène, lorsqu'on est à 4500 mètres d'altitude au sein du laboratoire, vous voyez, on est en dessous de 80% d'oxygénation, donc c'est bas, hein, c'est clairement bas, c'est des niveaux qu'on rencontre chez les malades sévères. Et puis lorsqu'on a imposé différents niveaux de notre résistance et de notre mode respiratoire particulier, lorsqu'on a en particulier imposé le mode optimal, vous voyez qu'on a amélioré significativement l'oxygène dans le sang. En fait, c'est comme si on avait descendu, entre guillemets, le sujet de 4500 mètres à 3000 mètres d'altitude en quelques minutes, c'est-à-dire en appliquant simplement cette résistance. On n'ajoute pas d'oxygène, hein, c'est juste mécanique, mais avec ce mode respiratoire particulier, c'est comme si le sujet redescendait de 1500 mètres d'altitude, ce qui est bien sûr très très important lorsqu'on est bloqué à 4500 mètres d'altitude ou plus haut en trek. Donc ça, ces travaux-là ont conduit à une publication scientifique qui est celle-ci.
Et puis donc, c'est posé la question de la valorisation. Enfin, en fait, on nous l'a posé rapidement, c'est-à-dire qu'on a testé ce système-là en altitude, en Himalaya, dans les Alpes. Et puis là, rapidement, les gens, quand ils voient l'efficacité, quand ils le testent, etc., ils vous disent, et alors quand est-ce qu'on pourra se fournir, accéder à ce type de produit? Donc le nom, c'est un masque d'altitude à pression expiratoire positive. Comme je vous ai dit, il a été démontré, son efficacité a été démontrée scientifiquement. Son intérêt, c'est qu'il est à la fois autonome, donc il n'y a pas nécessité de prescrire des médicaments, d'utiliser des bouteilles d'oxygène ou autre. Il est validé sur le terrain, comme je vous l'ai dit. C'est une vraie innovation dans un domaine où il y en avait eu peu, avec voilà, des éléments qui se démarchent clairement de la concurrence. Donc la concurrence, c'est l'oxygène, les caissons hyperbares, etc. Il a l'intérêt aussi dans le domaine d'être éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit pharmaceutique, c'est pas entre guillemets un dopage, ça fait vraiment appel aux capacités d'adaptation respiratoire relativement naturelles. En gros, donc, il a 3 composants essentiels. Il y a un masque, on appelle nasobuccal, qui englobe la bouche et le nez. Il a une valve expiratoire, donc de résistance, et puis un capteur de pression qui impose un rythme respiratoire. Donc au début, je vous ai dit, il ressemblait à ça, et donc ça, pour la montagne, c'était pas très pratique. Aujourd'hui, on en est à ça. Et même c'est en cours d'évolution, mais c'est donc un masque qui est maintenant encore plus compact que ça, avec une partie inspiratoire, expiratoire, un feedback électronique, etc. Il y a un brevet donc, qui est déposé dans ce cadre-là, avec un certain nombre de copropriétaires, et c'est l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, qui gère cette innovation-là, qui est en cours d'incubation à Lynxium, c'est la société de transfert de technologie de la région, enfin pour ceux qui connaissent le principe, et donc avec une société qui est en cours de création, Dominique Riel qui est là pour vous en parler, puisqu'il est impliqué dans la démarche. Donc ça, c'était une innovation, je dirais, de terrain dont je voulais parler, issue, vous voyez, vraiment de la pratique médicale et de la recherche fondamentale que je voulais vous présenter. Les applications sont assez diverses, hein, ça va depuis le trekking en altitude, des professionnels en altitude, les mines, les militaires, etc., puis tout ce qui est vol. Alors là, je vous ai parlé de l'hypoxie, donc qui est encore une fois, vous l'avez compris, le mécanisme clé de notre laboratoire, enfin le centre d'intérêt clé de notre laboratoire. Je vous en ai parlé comme un mécanisme délétère, hein, et je vous ai expliqué comment on cherchait à compenser les effets délétères de ce manque d'oxygène. Mais on travaille depuis un peu plus récemment aussi, en particulier dans mon équipe, au renversement un petit peu de cette vision de l'hypoxie, avec l'idée que peut-être l'hypoxie pourrait aussi avoir un intérêt, avoir des avantages et induire des mécanismes protecteurs. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Pourquoi on en est venu à cette idée-là? En fait, il y a un certain nombre de constats qui suggèrent que l'hypoxie, finalement, un petit peu d'hypoxie ou une hypoxie à dose adaptée, pourrait avoir, c'est-à-dire être exposé à un peu moins d'oxygène régulièrement, pourrait avoir des effets positifs sur notre santé. Il y a certaines données épidémiologiques aux États-Unis, par exemple, qui montrent que les individus qui vivent à altitude modérée, autour de 1500-2000 mètres, sont moins susceptibles de développer une obésité. Alors vous pouvez vous dire, oui, si j'habite à 1500 mètres, je fais plus de sport, ou il y a des métiers peut-être qui sont plus physiques, etc. Mais ce qui est montré vraiment, c'est que, sans rentrer dans les détails statistiques, mais c'est que la prévalence de l'obésité, même lorsqu'on contrôle pour le degré d'urbanisation, la température, l'activité physique, etc., la prévalence de l'obésité est clairement moindre pour des populations qui vivent à moyenne altitude. Comme si peut-être, l'hypothèse, c'est que le fait d'être exposé à une disponibilité en oxygène un petit peu diminuée puisse engendrer des adaptations qui soient positives pour la santé. Ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est lié à notre domaine central d'études en termes de pathologie, qui est l'apnée du sommeil au sein du laboratoire. Autant l'apnée du sommeil sévère, peut-être certains d'entre vous ont là où vous connaissez des gens qui ont de l'apnée du sommeil sévère, ça doit être traité avec en particulier un système de ventilation nocturne, etc. Mais il y a des patients qui ont une apnée du sommeil légère ou modérée, c'est-à-dire qu'ils ont quelques pauses respiratoires nocturnes, dont on ne sait pas si elles ont vraiment des conséquences délétères sur leur santé. Non seulement on n'est pas sûr qu'elles aient des conséquences délétères sur leur santé, ces apnées modérées, mais il y a certaines études qui suggèrent même que la mortalité de ces patients qui ont un peu d'apnée nocturne, donc encore une fois qui sont exposés à quelques doses d'hypoxie nocturne lorsqu'ils arrêtent de respirer, eh bien ils ont une mortalité qui est moindre, comme si le fait d'avoir un petit peu d'exposition hypoxique nocturne pouvait réduire la sensibilité à certaines pathologies cardiovasculaires en particulier. Donc c'est des résultats assez provoquants.
Dans la même ligne, il y a la question de la récupération fonctionnelle des patients qui ont un AVC. Donc vous avez des patients, vous travaillez au CHU, vous avez des patients qui arrivent avec un AVC, vous les traitez. Et il y a certaines études qui montrent que les patients qui récupèrent le mieux de leur AVC, c'est des gens qui avaient déjà eu un mini AVC, on appelle ça un accident ischémique transitoire avant. Comme si le fait d'être exposé une première fois à un stress hypoxique léger, sans trop de conséquences, faisait qu'ensuite on résiste mieux à un gros stress hypoxique comme un AVC. Donc là aussi, comme s'il pouvait y avoir un mécanisme protecteur du fait d'avoir reçu quelques doses d'hypoxie légère et transitoire. Et puis peut-être que là vous vous dites, ah oui, mais en fait l'hypoxie, qui est-ce qui l'utilise pour améliorer en particulier les performances à l'effort? C'est des sportifs depuis longtemps qui font des stages d'entraînement en altitude, hein, vous le savez, et qui peut-être vous le savez moins, qui ont maintenant des techniques qui leur évitent de monter en altitude, qui dorment soit dans des chambres, soit dans des tentes hypoxiques, ou qui s'entraînent, qui font des séances d'entraînement en respirant des mélanges gazeux hypoxiques. Donc du coup, tout ça nous a amené à voir dans quelle mesure l'hypoxie ne pouvait pas être protectrice à certaines doses et améliorer soit le bien-être, soit la santé, soit la performance pour les sportifs par exemple. Alors nous on a un modèle, je vois qu'il y a des brillants membres de notre laboratoire qui sont là sur la partie fondamentale. On a un modèle, donc, comme je vous disais, d'exposition hypoxique de rongeurs où on a pu chez l'animal d'abord démontrer que autant des doses d'hypoxie sévères, c'est-à-dire lorsqu'on expose l'animal à des niveaux d'altitude de plus de 5000 mètres, globalement, ça induit des effets délétères sur sa fonction cardiovasculaire, etc., comme le malade. Donc, de fait, l'hypoxie, quand elle est sévère, je ne vous dis pas qu'elle est bonne, elle est délétère, c'est clair. Lorsque vous montez très haut, très vite en altitude, vous allez avoir des problèmes. Par contre, et de façon un petit peu fortuite, on s'est rendu compte chez ces modèles animaux que lorsqu'on induisait des doses d'hypoxie plus modérées, eh bien là, les animaux non seulement n'en souffraient pas, mais même développaient des mécanismes protecteurs au niveau cardiovasculaire. On avait non seulement des souris ou des rats qui ne développaient pas des mécanismes, des pathologies lorsqu'on les mettait en hypoxie modérée, mais même qui développaient, entre guillemets, un niveau de santé supérieur. Donc ça nous a amené à réfléchir, donc je vous passe les résultats animaux. Ça, c'est des résultats quand même très impressionnants. C'est chez l'animal, donc on peut induire un AVC chez le rongeur, un modèle d'AVC. Et lorsque on induit un AVC, eh bien, on a toute une zone, ça c'est une coupe de cerveau de rongeur, on a toute une zone du cerveau qui est altérée, qui est fortement touchée, nécrosée, lorsqu'on a un modèle d'AVC classique. Et lorsque la veille ou les 15 jours en fait avant d'induire l'AVC, on a mis l'animal 2 ou 4 heures par jour dans des doses d'hypoxie, vous voyez, de l'ordre de 3 à 4000 mètres d'altitude. Donc on l'a habitué en fait à un manque d'oxygène, 2-4 heures par jour, hein, c'est tout. Et bien l'AVC, vous voyez, le même AVC, il induit quasiment aucune répercussion au long terme, c'est-à-dire que le cerveau de l'animal est capable de récupérer de son AVC, mieux lorsqu'il a été exposé à altitude modérée pendant un certain temps avant l'AVC. Du coup, vous vous dites, eh bien, si je prévois mon AVC dans 2 jours, c'est le moment de monter en altitude. Et donc, il y a quelques études qui se sont penchées sur cet aspect-là. Alors, pas seulement pour prévenir l'AVC, parce que finalement, c'est assez compliqué, et puis, voilà, c'est difficile à démontrer, mais c'est pour améliorer les risques d'AVC ou les risques d'infarctus ou les risques d'anomalies métaboliques, que certaines études ont été faites pour voir si exposer des sujets sains ou à risque à des doses d'hypoxie modérées, alors soit en les montant en altitude, soit en utilisant les systèmes de masques, etc., que je vous ai montré tout à l'heure, voir si on pouvait prévenir la survenue de certaines pathologies ou de certains effets délétères sur la santé, ou globalement améliorer le bien-être. Donc c'est la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut utiliser certaines doses d'hypoxie, exposer le sujet, alors comment, avec un masque, avec une chambre, une salle comme ça, on pourrait la mettre à 2500-3000 mètres en extrayant une partie de l'oxygène et on passerait la matinée peut-être non seulement à réfléchir mais également en hypoxie modérée, ça aurait des bénéfices pour notre santé. Donc c'est cette thématique de recherche-là aujourd'hui que l'on poursuit. Donc là aussi, alors il y en a qui ont pensé à ça il y a longtemps, c'est les Russes. Qui utilisaient des techniques dans certaines pathologies où ils faisaient respirer, y compris des enfants, avec un air avec moins d'oxygène pour la prise en charge de certaines pathologies. Et puis nous, dans notre laboratoire, ça c'est des résultats préliminaires de notre laboratoire, on teste actuellement par exemple le traitement de patients obèses avec un risque cardiovasculaire par le fait de respirer dans notre laboratoire 3 fois par semaine pendant 1 heure, un mélange qui reproduit les conditions hypoxiques à peu près de 5000 mètres d'altitude. Donc on traite les patients
par de l'hypoxie, par de l'altitude, entre guillemets, simulée. Et ça, c'est applicable à différents modèles, que ce soit pour le bien-être, où je dirais le pratiquant de salle de gym moyen, pour le sportif, ou pour les patients à risque, ou carrément les patients malades. Donc en fait, on développe un concept montrant que depuis la plaine jusqu'à l'altitude, ou les pathologies sévères où on manque d'oxygène, qui sont clairement délétères, eh bien on passe par des doses d'hypoxie modérées, intermittentes, qui, elles, n'induisent pas d'effets délétères, mais même induisent des mécanismes protecteurs qui sont réutilisables, encore une fois, dans le domaine de la santé et du bien-être ou de la performance sportive. Donc il y a un certain nombre de questions en suspens, c'est pour ça qu'on a encore du travail en recherche, c'est une bonne nouvelle. Mais juste pour vous dire qu'il y en a certains qui, au niveau commercial, et c'est donc dans ce domaine-là, en termes de valorisation, que l'on essaie de s'impliquer, qui se sont saisis de ce concept-là pour proposer globalement des salles de gym ou de remise en forme dans certains pays et dans certaines villes, faisant appel. Donc vous voyez, c'est des salles alors à Grenoble on n'en a pas encore, des salles de gym, entre guillemets, comme ça, où la salle elle-même est à 3000-4000 mètres d'altitude. Voilà, donc il y a différents modèles d'application. Nous, notre apport, il n'est pas forcément au niveau du laboratoire, au niveau de la technologie, parce qu'on n'est pas dans le domaine de la technologie réellement. Puis il y a certaines technologies qui existent, y compris des très complexes, où on met un espèce de tunnel gonflable par-dessus la piscine, et la personne qui nage se retrouve à nager à 3, 4, 5000 mètres d'altitude. On peut dormir dans une chambre où on extrait l'oxygène, etc. Mais nous, on est plus dans l'accompagnement de l'utilisation de ces technologies, parce qu'en fait, une fois qu'on vous a construit à la maison, y compris vous pouvez demander une belle chambre hypoxique, va se poser la question de combien de fois par semaine, combien d'heures par jour, à quelle altitude, pour quel gain. Et donc cet accompagnement dans le mode d'utilisation, c'est ce que l'on développe et ce que l'on accompagne dans notre laboratoire. Voilà, j'ai 2 minutes de retard. Merci pour votre écoute. Merci. Alors j'en profite pour remercier quelques collègues.